Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus. Salut Et, la meute, c'est Dan. et voilà, nous sommes trois aujourd'hui avec Daniel qui est notre MJ mode obscur, expert mode obscur, envoyé spécial du Japon, multi-compétences. Il fait partie des MJ officiels de la meute parce qu'il joue avec Ouais. nos règles. Voilà. Exactement. Alors, Mais en mode obscur du coup. aujourd'hui, on est là pour discuter de comment faire une compo en mode obscur. Et voilà, bah, comme... En fait, la problématique c'était que on a présenté ce qui était mode obscur, on a présenté certains rôles, et en fait, à chaque fois que des gens nous présentaient leur compo en mode obscur sur la meute, le serveur de la meute Discord, et bien à chaque fois on leur disait bah en fait non, ça marche pas parce que si, parce que ça, t'as pas mis nécro, t'as mis une sorcière, ça va pas du tout. Et à chaque fois ils nous répondent mais en fait du coup on sait pas faire une compo en mode obscur, il y a des choses qu'on sait pas, il nous faut des pistes, et on est là pour les apporter aujourd'hui. C'est pas évident parce que le mode obscur a quand même une façon de fonctionner qui est assez différente du mode clair. Oui, en effet. Et du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir des bases assez solides sur qu'est-ce qu'on peut se permettre lorsqu'on fait une compo en mode obscur. Donc, Daniel, vas-y, si t'as déjà des premières base de grandes la règles base. à donner. Oui, bah déjà, toujours des simples villageois et des loups-garous. Hein. Ça, c'est une chose qui ne change pas. Alors moi j'ai noté, parce que j'ai essayé de réfléchir un peu au sujet, au moins 3 simples villageois pour que les loups-garous puissent bluffer s'ils ont envie. Oui, trois simples villageois. Est-ce que au moins 3 simples villageois, ça pourrait être une règle qui pourrait aider les joueurs qui connaissent pas du tout le monde obscur? Voilà, leur donner... Est-ce que tu le monterais ou diminuerais ce taux que je propose, ce seuil? Alors, même à partir de 6 joueurs, il y a toujours 3 simples villageois. Donc 6 joueurs, c'est un nombre plutôt correct pour commencer. Donc prenons l'exemple de 6 joueurs. Nous avons 3 simples villageois, une voyante, un loup-garou et un traître. Donc le sbire, l'humain qui est dans le camp des loups-garous et qui doit le faire gagner. Donc déjà, même à partir de 6 joueurs, il y a 3 simples villageois. Ok. Après, plus le nombre grandit, plus on peut rajouter des simples villageois, mais ça, tout dépend du maître du jeu qui veut mettre plus de rôles ou que des simples villageois. Tout dépend de sa préférence. Mais quand on met plus de rôles, plus de joueurs normalement, on va rajouter quand même le trio clé du mode obscur, normalement. Oui. Je te laisse l'expliquer. Oui, donc le trio clé, qui est surnommé la Trinité par les joueurs de la meute, ce sont la voyante ou soi-disant le prophète. Donc le prophète, il peut sonder chaque nuit une personne et cette personne est vue soit humaine ou loup-garou. Et nous avons ensuite la nécromancienne qui permet justement de savoir s'il y a des loups qui ont été tués durant la journée par le village. Donc chaque nuit, en fait, le maître du jeu va annoncer à la nécromancienne si la personne ayant été exécutée par le village était un loup-garou ou un humain. Et enfin, nous avons le garde du corps qui peut protéger chaque nuit une personne de l'attaque des loups-garous. Donc c'est comme le salvateur. Si la protection est réussie, il n'y aura pas de mort de l'attaque des loups. Et bon, chez nous, donc dans la règle de la meute, le garde du corps peut protéger plusieurs fois une même personne sur plusieurs nuits d'affilée. Donc ça incite les joueurs à se dévoiler dès le premier tour. Et pour entraîner justement, on recherche le bluff, donc voilà. Donc le garde peut protéger toujours la même personne, mais jamais lui-même. Et ça va être le sel du jeu. Les loups-garous devront d'abord tuer le garde pour ensuite pouvoir tuer qui ils veulent. Mais du coup, là on voit que le mode obscur, il va être contraignant. Alors qu'en mode clair, rectifie-moi Raph si j'ai tort, on pourra mettre n'importe quel rôle dans notre compo en soi. Là, il va falloir absolument voyante, nécromancienne, garde. À partir de 9 joueurs, les 3 ils sont indispensables, quoi. Il y a le chat qui s'invite à la conversation, c'est trop mignon. Alors que Raph en soi,
tu peux prendre n'importe quel rôle de voyance, n'importe quel rôle de protection. Mais t'es même pas obligé de mettre des loups-garous en mode clair, tu fais une peste noire, voilà. C'est ça, donc Alors, on sera un peu moins libre. C'est vrai que le mode obscur est assez, a l'air assez contraignant, et si on fait la liste, c'est assez finalement, rigide. t'as les loups-garous, t'as des simples villageois, t'as la Trinité. Du coup, à partir de combien de joueurs tu peux commencer éventuellement à mettre d'autres rôles spéciaux? Alors, les autres rôles spéciaux, c'est plutôt à partir de 12 joueurs. Mhm. Et à part si, même avec un nombre restreint, tu veux enlever la Trinité, bah, c'est possible. En soi, jusqu'à 8 joueurs, Mhm. t'es pas vraiment obligé de mettre la nécromancienne vu qu'il y aura que un loup ou 2 loups. Donc il y aura D'accord, ouais. par exemple que un prophète ou Oui, ça peut-être n'a pas un sens. prophète et un garde du corps. Mhm. Et il peut même avoir un troisième camp à 8 joueurs. Ça peut, tout dépend en fait de comment on veut jouer. Il y a même Ok. une variante qui est assez marrante. Mhm. C'est à 7 joueurs, mettre 2 chats. Donc le chat, c'est un rôle que je vais expliquer plus tard. Et également 2 chats noirs. Donc ça aussi, j'expliquerai plus tard. Un loup-garou et 2 traîtres. Donc, Ouais, donc là, clairement, on part sur les variantes un peu chaotique. bizarres là. Mais en et fait, ça, c'est les bails bizarres. sans trop expliquer, le chat ça correspond un peu à chevalier à l'éperouillé, donc c'est comme si on mettait des chevaliers à l'éperouillé dans une partie avec des sbires et des loups-garous. Enfin voilà. Bah oui, que des ennemis et C'est un peu un ça. peu de gentils, voilà. Il y a un rôle justement, on en parle des traîtres, c'est très très important parce que ça va permettre aux loups-garous de pas forcément se dévoiler parce qu'il reste super important pour la victoire des loups-garous, mais avoir un humain dans le corps des loups qui peut se dévoiler à notre place, c'est plutôt sympa. Et du coup, on a les rôles de traîtres et sbires qui sont des humains dans le camp des loups-garous. Le sbire est un peu plus fort parce qu'il connaît l'identité des loups, mais ces rôles-là, pour moi, j'avais écrit que c'était indispensable. Je sais pas ce que t'en penses, à partir de combien de joueurs, Daniel, je te laisse la parole. Justement, même à partir de 6 joueurs, il est indispensable. Parce que, au lieu de mettre 2 loups-garous à 6 joueurs, par exemple, ou tout à l'heure j'avais dit 3 simples villageois, un prophète, un loup-garou et un traître, eh bien, si tu mets 2 loups-garous, ça peut être vite trop fort pour les loups-garous. Du coup, on compense ceci en mettant un traître qui fait que il aide les loups-garous, mais même s'il meurt, ça n'a aucun impact sur les loups-garous. Mais aussi, c'est que si on tue un seul loup-garou, c'est bon, même si le traître est vivant, le village a gagné. Donc c'est pour contrebalancer en fait, c'est pour mettre un équilibre pour que le traître est présent. Ok, donc ça permet d'avoir une sorte de demi-loup. C'est cela. Et ces traîtres-là, du coup, moi j'avais proposé, en tout cas, quand on crée une compo en mode obscur, de mettre 1 ou 2 humains dans le camp des loups-garous, dans sa compo, de manière générale, que ce soit à 9 ou 18 joueurs, même si mode obscur, moi j'irai pas jusqu'à 18 joueurs, on pourra en parler tout à l'heure. 1 ou 2 humains, c'est ce que je propose. Est-ce que tu serais d'accord sur ça? Je dirais. Alors, un humain du camp loup-garou, ça ira jusqu'à 11 joueurs. À partir de 12, on peut commencer à voir les 2 humains. Ouais. Ok. Il y a aussi un truc important pour que les gens qui vont regarder cette vidéo qui a noté au niveau des traîtres, sbires et compagnie. C'est important en mode obscur de mettre ce genre de rôle parce que ça peut te donner l'impression que c'est un sous-loup-garou, qu'il est moins fort que les loups-garous et tout, mais en fait en mode obscur c'est un personnage dans le corps des loups-garous qui ne se fait pas voir par la voyante comme méchant. Et ça rend le sbire quasiment à égalité en termes de force avec les loups-garous, et c'est pour ça que c'est un rôle hyper important. C'est que oui, c'est le rôle qui va essayer de spotlight, c'est-à-dire qui va essayer de prendre l'attention à la place des autres loups-garous, et c'est le premier qui va s'exposer, c'est probablement le premier du camp des loups qui doit se faire éliminer, mais la voyante peut pas voir s'il est en train de jouer de la comédie ou si c'est la vraie nécromancienne par exemple. Personne ne peut savoir que c'est vraiment un méchant, et ça c'est vraiment important. Du coup, j'avoue que je suis tellement amoureuse de ce rôle, le sbire,
que même quand je fais des compos en mode flou et clair, j'en mets tout le temps parce qu'au final, même si en mode clair, le sbire ne bluffe pas, il va au moins essayer de mettre le chaos et par ses votes aider les loups-garous et rien que ça, je trouve ça super fort et intéressant. Ouais. Donc même, même en mode clair, j'en mets. Bah, c'est Parce une que mécanique t'en penses, franchement Raph intéressante, hein, parce que par exemple, souvent dans le mode obscur, c'est qu'il peut y avoir les loups qui bluffent et que le traître ne bluffe pas du tout, mais fait diriger les votes vers une personne, essaye de faire un focus sur une autre. Et ainsi, on a tendance à croire que l'usurpateur est un traître, alors que ça peut être très bien un loup-garou. Oui, d'accord. Ouais. En Du gros, coup- le loup-garou, enfin le traître, il peut aussi simplement rentrer dans le jeu des loups, quoi. C'est ça. Donc, il y a Bien. beaucoup de stratégies du côté des loups-garous. Rien que le fait de semer la pagaille, que les villageois veuillent te tuer, alors qu'au final ils auraient beaucoup plus intérêt à tuer des loups-garous, rien que ça peut animer bien les débats en tout cas. Ouais. Donc là on a parlé des rôles de base, je pense qu'il n'y en a pas d'autres à ajouter. Mais on peut parler du coup de comment faire une compo, mais en termes de joueurs, c'est-à-dire à partir de combien de joueurs et jusqu'à combien de joueurs on peut jouer en mode obscur selon toi pour que ce soit intéressant? Pour que ça soit intéressant et que les joueurs ne s'ennuient pas, je dirais c'est entre 9 à 15. C'est le nombre idéal de joueurs qu'il faudrait avoir. Après, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas jouer jusqu'à 20. Mais je ne cache pas que la personne qui meurt en premier, elle va s'ennuyer du début jusqu'à la fin. Ouais. Attendez 2 secondes, il y a un chat qui se rapproche du micro. Coucou en chat. Attends 2 secondes, Julie, 2 secondes, parce que là, ça... Au niveau de l'enregistrement... Le chat est vraiment sur mon bureau, là. C'est la première fois qu'elle fait ça, en plus, comme par hasard. Non mais t'inquiète, c'est rigolo. Je peux pas contrôler cette créature. Et bah très bien, on lui laisse faire son petit tour devant le bureau. Elle est vraiment en train de tournifler. Non, mange pas le plastique. Non, ça ne mange pas. Non. Bon, d'ailleurs, en parlant du chat, donc je dis, vous pouvez reprendre, aller plus loin du micro. Ok, c'est vrai que de toute façon des parties à 20, déjà on peut facilement s'y retrouver en soi quand on est en mode clair parce qu'on voit les rôles petit à petit des gens qui meurent. Quand on est en mode flou, ça fait énormément d'informations à accumuler. Une voyante reste en vie tout le long de la partie, mais avoir 2, ça veut dire plein d'informations chaque tour à retenir. Ça fait des grosses charges mentales. Tu dois te faire un avis sur tous les joueurs autour de la table, mais c'est impossible. C'est impossible. De toute façon, moi ça me plairait pas du tout de jouer en mode obscur à 20 joueurs, honnêtement. Moi non plus. En vrai, jouer à 20 joueurs, même en partie claire, c'est compliqué dans le sens où c'est pas un nombre qui est excessivement élevé parce que tu arrives à un nombre maîtrisable de joueurs très vite, au bout d'1 ou 2 tours. Mais c'est vrai que 20 joueurs, ça reste beaucoup, même en partie claire. Hein. C'est vrai. Enfin, je me souviens très bien que la dernière fois qu'on avait fait des parties avec de nombreux joueurs, enfin, la dernière fois que moi j'en ai fait, c'était au parc l'été dernier, je crois printemps dernier avec toi, t'avais lancé une partie, je crois il y avait 33 joueurs, un truc comme ça. 27, mais bon, voilà. 27. Bon, ok, une trentaine, ok, très bien. Moi j'étais dans le bon delta, mais du mauvais côté par rapport à ma dizaine. On était 27 joueurs, et en fait, la partie était difficile à maintenir, à contenir, jusqu'à ce qu'on soit 15, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les 6 premiers tours... Ça commençait vraiment à partir du moment où on n'était plus que 15. C'est ça, les 6 premiers tours ont tué au pif, en fait. Les morts tombaient au hasard. C'est sûr, parce qu'il y a toute une moitié qui parle, dans tous les sens, et t'as toute une autre moitié qui parle pas. Et du coup, les informations sont absolument impossibles à retenir. Et au final, j'en suis sûr que la plupart des gens jouaient au pif. Peut-être certains avaient une ligne directive, mais sinon, c'est impossible de se retrouver, quoi. Du coup, en mode option, ça doit être un peu similaire, quoi. Ah oui, c'est infâme. Empire, je pense. Mais comme vous l'avez mentionné, Imaginons... en fait... oui, pardon. Du coup, je disais, comme vous l'avez mentionné, dans le mode obscur, ce qui est très important, c'est de retenir les informations qui ont été dites dès le premier tour.
parce qu'il peut y avoir des incohérences qui peuvent arriver, notamment par celui qui usurpe un rôle. Disons qu'il y a 2 prophètes. Il faut retenir qui a innocenté qui le premier tour, le second tour, etc. Et si on est nombreux, déjà c'est assez difficile. Mais en plus de ça, imaginez s'il y a un 3e qui sort au premier tour, voilà quoi. C'est pour ça que quand il y a trop de dévots d'un même rôle, on a tendance à tous les éliminer dans l'ordre le plus convenable. D'accord, ok. Alors, imaginons, on a des viewers qui veulent faire une partie en mode obscur. Bon, ils ont leur carte de tierce lieu, ils s'adaptent. Leur salvateur, ils vont dire que c'est le garde. Leur voyante, ils vont dire que c'est le prophète. Je sais pas, la sorcière, ils disent que c'est la nécro. Bon, voilà. Oui. Bref, ils ont leur carte de tierce lieu, mais ils ont quand même des rôles qu'ils affectionnent. Et on peut partir sur les rôles les plus classiques de tierce lieu. Est-ce que... Voilà, la question, ça sera est-ce qu'on peut les jouer en mode obscur. Donc on peut commencer, on peut partir avec le pack de base, chasseur, sorcière, Cupidon. Raph, est-ce que tu vois un autre classique que des joueurs aimeraient jouer Je pense que il y a des gens qui vont nous demander de jouer la petite fille ou joueur de flûte. On peut en parler. Joueur de flûte. Voilà, donc on va partir sur ces 5 rôles-là. Déjà, on va commencer par le chasseur. Est-ce que le chasseur est jouable en mode obscur? Oui, bien sûr. Le chasseur est jouable en mode obscur. Je l'utilise assez souvent ces derniers temps. Donc, c'est parfaitement jouable. En complémentarité avec le loup-vengeur, comme ça, quand il y en a un qui meurt, on ne sait pas si c'est vraiment le loup-vengeur ou le chasseur, c'est encore mieux. Ça, c'est important, ça. On a la sorcière. Alors, la sorcière qui... Après que les loups aient désigné quelqu'un, elle peut sauver cette personne en la connaissant et elle peut tuer quelqu'un dans la partie. Alors, t'en penses quoi? Alors, ceci, c'est un tout petit peu trop fort qu'elle puisse voir qui est la victime des loups-garous. C'est ça. Et du coup, ce qu'on fait souvent, c'est que sa potion de vie, c'est pas pour ressusciter la personne qui sera la victime des loups-garous, mais c'est plutôt la personne qui va mourir au bûcher. Donc, en fait, la personne du jour, elle meurt. Et la nuit, je lui demande si elle veut utiliser sa potion de vie à la personne qui a été tuée durant la journée. Voilà. Donc, les joueurs ne doivent pas quitter la salle, hein, bien sûr. Oui, parce globalement, j'ai l'impression... Ah, pardon. Il faut traduire pour les néophytes ce qu'implique la potion de vie de la sorcière. La potion de vie de la sorcière implique que la sorcière sait que la victime des loups-garous est innocente. Et donc du coup, en fait, elle est en quelque sorte... Enfin, c'est moins grave que pour le vote du village. Ça faut le dire quand même. C'est moins grave que pour le vote du village. Mais on sait pas, vu qu'on est en mode obscur, on sait pas de quoi est morte la personne qui est morte. Donc la sorcière pourra toujours dire que la personne qui est morte, c'est bien de la victime des loups-garous. Et quand elle le décide, perdre cette capacité de le dire... pour dire derrière, enfin pour sauver quelqu'un, quoi. Sauver quelqu'un qui a l'air important. Genre par exemple, à tout hasard la voyante, qui est déjà protégée par le garde. Une fois que le garde tombe, la sorcière peut protéger la voyante avec une potion de vie. C'est beaucoup, c'est très fort. C'est vraiment très très fort. C'est très très fort. En plus de ça, du coup, dans le Super General DX, eux ce qu'ils ont c'est l'illusionniste qui pour moi est une sorcière nerfée. Une nuit dans la partie, l'illusionniste peut choisir de décider de la victime des loups-garous. Il ne sait pas qui les loups-garous ont choisi initialement, mais c'est lui qui va décider de la victime des loups cette nuit. Donc comme ça, il n'a pas son pouvoir de petite voyance là, en connaissant un innocent dans le lot. Et ça passe beaucoup plus. Et en plus de ça, j'ai remarqué aussi que dans le Jinro, il y a très peu de rôles qui tuent la nuit. Pour que, au petit matin, quand quelqu'un meurt, tout le village sache que cette personne est innocent. C'est vrai que s'il y a plein de rôles qui peuvent tuer la nuit, au final, on ne saura pas si c'était la victime des loups ou si c'était la victime d'un villageois. Et je pense que ça peut être très confusant, sachant qu'en mode obscur, on n'a pas beaucoup d'infos. Du coup, je sais pas si ma remarque, elle te paraît pertinente, Daniel. Elle est pertinente vu que nous avons bien vu lorsque j'avais rajouté, par exemple, un 3e camp qui peut potentiellement mourir la nuit. On a eu plusieurs morts et là on savait pas si c'était à cause de tel rôle ou si c'était à cause des loups-garous. Et c'est assez dur. Il existe, donc j'ai une remarque, c'est qu'il existe des rôles qui tuent durant la nuit.
Il en existe même pas mal. Mais le seul souci, c'est bien sûr, ça va être assez dur de gérer les informations après. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Par exemple, un SVA va dire tiens, il y a eu 2 morts, ça peut être à cause du loup et de la sorcière. Et un SVB pourrait dire non, ceci c'est à cause du loup qui a mordu 2 fois parce qu'il y avait un effet chez un loup, un rôle de loup qui pouvait manger 2 fois. Voilà. Du coup, il y a trop de possibilités en mode obscur, on n'y voit rien, et du coup, ça devient très très compliqué pour les villageois. Du coup... Après, en mode obscur, je vois pas l'intérêt que l'illusionniste ou la sorcière se taise la journée où elle a utilisé la nuit, la potion. Enfin, en gros, je suis illusionniste, j'ai utilisé mon pouvoir. Au petit matin, je le dis direct, je dis je suis illusionniste, j'ai utilisé mon pouvoir pour tuer cette personne, histoire que tout le monde sache que c'est le choix de l'illusionniste et pas des loups-garous. Ouais. C'est vrai que l'illusionniste, c'est un bon rôle, je pense, que vous pouvez utiliser si la sorcière vous manque. Mais sur vos premières parties, je vous conseille quand même, moi en tout cas, de pas mettre de rôle qui peut y situer la nuit. Ouais, c'est clair, c'est clair. Faut pas jouer en mode obscur avec trop de rôles spéciaux. Sache bien que les morts de la nuit, c'est la victime des loups, que c'est un innocent, et ils pourront s'appuyer dessus pour leur première partie au moins. C'est clair. Ok, du coup, la sorcière on en a parlé, le chasseur aussi. Est-ce qu'on peut jouer Cupidon en mode obscur ? Cupidon, alors Cupidon, bien sûr qu'on peut jouer. Après, je sais que tierce-lieu et le mode obscur, le Jinro n'a pas tout à fait le même effet. Le Cupidon du Jinro est considéré comme un 3e camp. Ouais. Donc, Cupidon choisit lui-même ou une autre personne ou 2 autres personnes. Ces personnes-là deviendront amoureux et ils seront catégorisés dans le camp amoureux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Cupidon doit les faire gagner. C'est cela. À part si il est lui-même amoureux. Attends, Cupidon doit faire gagner les amoureux dans Jinro. C'est cela. Okay. Et si les amoureux meurent, Cupidon meurt avec parce qu'il aura plus de raison de vivre. C'est ça. Meurt de chagrin. C'est cela. Ça, c'est important de noter cette différence qui est peut-être même plus logique, plus cohérente. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais trop compris pourquoi est-ce que Cupidon était un villageois dans Tierce-lieu et pas un rôle solo. C'était un peu bizarre, mais c'est vrai que ça fait la grosse différence et c'est vrai que ça le rend plus cohérent. Si tu joues la version tierce-lieu, qu'est-ce que ça change ? Enfin, si tu joues comme tierce-lieu, c'est-à-dire que le Cupidon est juste un villageois qui met 2 personnes amoureuses. C'est cela, mais si je ne me trompe pas, le Cupidon dans tierce-lieu, il a droit de dénoncer des personnes qu'il a choisies en tant qu'amoureux. Une fois qu'il a mis 2 personnes ensemble, il n'y a rien qui l'empêche de faire quoi que ce soit après. Oui. Et ça pourrait être assez problématique si, par exemple, il choisit des personnes qui avaient un rôle. En fait, il va savoir durant la partie que la personne que j'ai choisie a un rôle. Donc, si il se dit que c'est du côté loup-garou, il peut très bien dénoncer comme quoi cette personne est amoureuse avec une autre. Okay. Et du coup, n'hésitez pas à les tuer. Ok. Ouais. Est-ce que du coup on peut jouer j'ai oublié ce que j'allais dire. Yes, trop bien. Est-ce que on peut jouer c'était quoi le rôle que je voulais dire ? La petite fille ou le joueur de flûte ? Oui, mais en fait c'est tellement une aberration que j'arrivais pas à le dire. Est-ce qu'on peut jouer la petite fille en mode obscur ? La petite fille en mode obscur. Bah ça je pense nous sommes tous d'accord. C'est non. Alors, la petite fille. Sachant qu'en mode obscur, on a le droit de se dévoiler ouvertement. Bah oui, c'est ça le pire. Hein. Donc, en soi, ça finit toutes les games. Hein. Toutes les parties seront. Bah, j'ai vu tel, ce sont des loups-garous. Je suis la petite fille. Mais le sbire peut dire pareil. Non, en vrai, c'est plus technique que ça. Parce que la petite fille, sachant que elle peut se faire protéger par des gardes, elle va, je pense, et en plus, si on lui dit que la nuit 0, elle ouvre pas les yeux, parce que sinon, c'est pas vraiment pas fair play. Parce qu'il faut rappeler que dans Tierce-lieu, il n'y a pas de notion de nuit 0, mais là, on en a une. Oui. Ce qui pourrait être bien. Enfin, en vrai, c'est pas si trivial que ça, parce que ça veut dire que la petite fille, soit elle annonce pas, mais auquel cas, elle va jouer le j'entrouvre les yeux, je vais peut-être pas voir sous les loups-garous, soit elle annonce directement la première journée, je suis petite fille, garde, protège-moi. Auquel cas, les loups-garous peuvent choisir de ne pas ouvrir les yeux la nuit. Tant qu'ils n'ont pas tué la petite fille, ou alors il y en a un seul qui ouvre les yeux la nuit pour éliminer la petite fille, tu vois. Ça pourrait être pas mal, ouais. Et
le sbire usurpe le rôle de la petite fille en disant moi j'ai vu les Aussi, loups-garous, c'est oui. lui. Sauf que Oui, c'est ça, il y a un c'est loup-garou ça. qui dit moi je suis la petite fille, j'ai vu lui, et la vraie petite fille dit moi j'ai vu lui. Et en fait ça va faire 3 millions d'informations. En fait, c'est ça. C'est quand il y a la petite fille en mode obscur, faudrait que les loups-garous regardent les yeux fermés, donc ne mange pas tant que le sbire se fasse passer pour la petite fille et réussisse à faire éliminer le garde. Mm. Ou alors Dans soit ce plus cas- convaincant que la vraie petite fille pour se faire protéger par le garde à la place de la petite fille. C'est cela. Bah, en même temps, hein, on va pas se cacher, dans le mode obscur, c'est surtout un duel de gain de confiance. Il faut persuader les gens à faire croire que c'est toi qui es la vraie et l'autre qui est la faux. On a une invitée devant la caméra. On dit bonjour à Macha. Bonjour. Bonjour. Macha. Bon, ben. Pas Voilà, mal, je sais plus si j'avais dit un dernier rôle, j'avais dit 5, mais je crois que Le j'avais dû en joueur annoncer de que la 4. flûte. joueur de flûte. Le joueur de flûte, est-ce qu'on peut jouer le joueur de flûte en mode obscur? Alors, le joueur de flûte, il va falloir juste qu'on m'explique son rôle parce que c'est un Joueur de rôle que je flûte, veux pas. c'est un rôle solo. Son but c'est de charmer tous les villageois. Chaque nuit il se réveille, il désigne 1 à 2 villageois qu'il charme, on dit qu'il les charme. Ces deux charmés, ils se réveillent ensemble, du coup ils consultent qui est charmé avec eux. Chaque nuit, du coup, des charmés se rajoutent, 2, 4, 6, etc. Les charmés, à chaque fois, se réveillent, se reconnaissent, comme ça, ils savent exactement qui a été charmé et qui n'est pas charmé, sachant que parmi les non charmés, il y a forcément le joueur de flûte qui sera à éliminer. Oui. Et le joueur de flûte, son but, c'est de charmer tous les joueurs vivants avant la fin de la partie. D'accord. Et sa condition de victoire, c'est, enfin, je veux dire, dès qu'il a réussi à charmer tout le monde, c'est lui qui gagne ou c'est Oui. il gagne en plus du Tout camp seul. victorieux? Il gagne tout seul, d'accord. Bah, c'est théoriquement possible vu que on a aussi le zombie qui part dans le même principe où il faut infecter les gens. C'est juste la différence entre le joueur de flûte et le zombie, c'est que les infectés des zombies, bah, ne se reconnaissent pas, donc ils savent pas combien il y a d'infectés et combien ne le sont pas. Donc oui, je pense que le joueur de flûte est clairement un rôle qui est intégrable dans le mode obscur. Ce serait rigolo de tester, du coup. Je suis Ouais, curieuse. c'est vrai que je suis en train de me dire, hein, mais en fait, le joueur de flûte peut se faire passer pour la voyante pour éliminer les personnes qu'il n'a pas choisi de charmer, comme ça il accélère sa victoire. Il y a pas mal de stratégies intéressantes avec le joueur de flûte. On est déjà quasiment à 30 minutes de vidéo, ça risque de faire un petit peu long pour YouTube. S'il y avait un dernier sujet dont il faut parler, Julie, est-ce que tu avais noté un truc ou alors est-ce qu'on En fait, aborde moi je les l'ai posé chats comme question, du coup, quelle sorte de rôle tu mettrais dans des compos? Genre, bon, en gros, tu fais un topo rapide, genre combien de rôles de protection tu mettrais? Bah, 1, toujours le garde en général. Toujours, ouais. Combien de rôles de voyance? Combien de rôles. Et présenter 2-3 rôles exotiques et finir sur ça, en gros, voilà. Donc, d'accord. on reprend. De toute façon, je vais probablement pas faire de montage. Hein, donc, Ouais, si, il y a des moments Ouais. à couper quand même. Du coup, alors, Donc, Daniel, est-ce que tu peux nous dire, du coup, faire un résumé de ce qu'il faut mettre dans une compo ou en mode obscur? alors, dans le mode obscur, moi, ce que je conseille toujours, c'est avoir 9 joueurs pour faire vraiment le jeu de base. 3 simples villageois, un prophète, un garde du corps, une nécromancienne, 2 loups-garous et enfin un traître. Donc ce traître ne connaît pas l'identité des loups-garous. Au pire, selon le niveau des joueurs, mettre le sbire. Comme ça rééquilibre. Ouais, le sbire, il aide pas mal les débutants, et ça lui donne des repères. Oui. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est 12 joueurs. Donc là, il y a toujours 3 simples villageois, la Trinité, un rôle qui s'appelle le chat, un autre rôle qui s'appelle la boulangère, qui est quasiment l'équivalent du villageois, 2 loups-garous, un chat noir, qui est du camp des loups-garous, et le sbire. Donc, Moi, ce que je propose, c'est qu'on mette la description de ces rôles en commentaire de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Oui, si tu veux, mais après, on peut vite fait dire ce que ça fait. Hein. Oui. Alors, le chat, c'est simple. C'est si il est du camp village, s'il se fait pendre, il tue un joueur aléatoire parmi les survivants. Et si il se fait mordre par les loups-garous,
il tue un loup aléatoire parmi les loups vivants. C'est pour ça que c'est un peu comme le chevalier à l'épée rouillée. D'accord, ok. Et concernant le chat noir, donc c'est un personnage du camp loup-garou. Il est vu comme humain par le prophète et par la nécromancienne. Et s'il se fait pendre, il emporte avec lui un joueur au hasard parmi les survivants qui ne sont pas des loups-garous. D'accord. Sinon, s'il se fait mordre par les loups-garous, bah rien du tout. Donc évitons de se faire manger par les loups-garous. C'est clairement un rôle qui doit mettre le chaos et qui attend de se faire pendre par le village. Ok. un rôle que j'aimerais posséder, un de ces quatre, pour mettre le sbeul, parce que ça m'a l'air tout à fait adapté. Et sinon, dernier, ça serait avec oui, la boulangère. La boulangère, du coup, c'est un personnage où tant qu'elle est en vie, le maître du jeu annonce qu'il y a du pain qui a été fait dans le village. Et il annonce tous les matins. Donc, si un matin, le MJ dit qu'il n'y a plus de pain, c'est que la boulangère est officiellement morte. Donc, c'est un rôle difficilement usurpable par les loups-garous. Et c'est ça qui est sa force. Ok, d'accord. Donc, voilà. Du coup, tu dis que c'est presque comme un villageois. Parce qu'elle va se dévoiler et personne ne pourra contredire. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Cool. Et dernière compo que je pourrais dire, ça serait avec 15 joueurs. Donc là, nous aurons 4 simples villageois. La Trinité, toujours. 2 jumelles, donc celles qui se reconnaissent entre elles. 3 loups-garous. 1 sbire. Et là, un 3e camp, donc la renarde mystérieuse que vous avez présentée lors d'une vidéo précédente. Donc elle ne peut pas elle ne peut pas mourir de l'attaque des loups-garous, mais elle meurt si elle se fait pendre par le village ou si elle se fait sonder par le prophète. Et du coup, elle vole la victoire du camp victorieux si elle survit jusqu'à la fin de partie. Voilà, c'est sa particularité. Joli rôle. Et enfin, pour aider cette renarde qui est toute seule, il y a un immoral où il connaît l'identité de la renarde. Lui aussi, il est vu comme humain. D'ailleurs, la renarde est aussi vue en tant qu'humain par les rôles de voyance. Et l'immoral, il connaît l'identité de la renarde. Il l'aide à la faire gagner. Par contre, il se suicide si la renarde meurt avant lui. Voilà. Ok, d'accord. Oui, normal, parce que sa condition de victoire n'existe plus. Et la même que celle de la renarde. Voilà. Très bien. Donc c'est une compo à 15. Ok, écoute, merci pour ces compos. J'espère que ça va bien permettre à ceux qui nous regardent d'avoir des bonnes bases s'ils veulent faire des compos, ou tout simplement déjà partir sur ces compos pour faire des parties avec, pour comprendre un petit peu aussi comment ça se passe dans les parties obscures. C'est pas évident, franchement c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident en effet. Moi j'y joue pas assez pour être à l'aise en mode obscur encore, pourtant j'en ai déjà fait quelques-unes et loup-garou ça fait un moment qu'on y joue et pourtant le mode obscur c'est très particulier, donc entraînez-vous beaucoup avant de commencer à faire des compos, avant de prétendre pouvoir faire des compos en fait, parce que ça demande de se rendre compte de la différence que c'est de jouer en mode obscur par rapport de jouer en mode clair ou même en mode flou. J'ajoute une dernière chose aussi pour vos parties en mode obscur. Essayez qu'il y ait toujours une mort chaque journée. Ne faites pas de journée sans mort parce que la nécromancienne a besoin d'avoir des infos. Donc essayez d'adapter votre système de vote pour qu'il y ait à chaque fois des morts. On pourra discuter de ça dans une autre vidéo. Voilà. Merci beaucoup Daniel d'être venu. Merci à vous aussi. Ça fait très très plaisir. Je pense que là nos joueurs avides de tester le mode obscur seront ravis. Oui. J'espère que ça plairait aux gens. Et voilà. Et pour ceux qui nous regardent, comme toujours, on a le lien du Discord en description. D'ailleurs, juste avant de tourner cet épisode, il y a Daniel qui a répondu à des questions concernant le mode obscur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Il sera dans le coin pour répondre, et nous aussi. Et voilà, comme d'hab, abonnez, petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir. Et Julie, si tu veux conclure. Et le village s'endort.